Voilà. Je vais vous demander quelques petites minutes d'attention. J'avais prévu de commencer ce petit mot en disant il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député, il n'y a pas de sénateur, on est entre nous. Et puis j'ai quand même vu passer le député Benoît Piedboeuf, que je salue, et puis j'ai surtout vu plusieurs anciens maires de Virton. J'ai vu Élie de Worm, qui fut également ministre. Merci Élie d'être là. J'ai vu dans l'ordre protocolaire mon père, qui fut également maire de Virton en 82. Et j'ai vu Pierre Scharf, qui fut également ministre et également sénateur. Donc on a un député, un sénateur honoraire, un ministre honoraire et 3 maires. Alors, chers Virtonais, chers amis, je vais demander qu'on soit calme, y compris dans la terrasse du Rustique. C'est pas gagné, hein. Si quelqu'un peut aller leur demander de la part de monsieur le maire d'être respectueux. J'ai fait la même chose au Saint-Laurent et ça a l'air calme. Voilà, à tous, je vous souhaite la bienvenue. René, je parle au cas où. Je parle. Merci. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette magnifique place Nestor Houter. Il paraît que nous avions déjà la plus belle piscine de Wallonie. C'est pas nous qui l'avons dit. Il est clair que la proximité que nous avons avec la France fait que notre chauvinisme n'a aucune limite, aucune frontière. Mais j'ai l'habitude de dire que si nous sommes chauvins par rapport aux Françaises, même si nous sommes aussi chauvins qu'eux, nous avons de bonnes raisons. Nous sommes tous ici rassemblés sur une des plus belles grandes places de ce qui deviendra un des plus beaux centres-villes dans ce qui est probablement la plus belle région de Belgique, la Gaule. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journal flamand. Alors nous sommes fiers aujourd'hui, nous sommes heureux, et quand je dis nous, je pense d'abord aux échevins, à ce collège communal, à Vincent Wotos tout d'abord, qui a porté ce projet au jour le jour, à Annie Goffin, à Nathalie Van de Houstine, à Alain Clodo, à Hugues Bayot et à Nicolas Schils, ce collège que je veux associer aux quelques mots d'aujourd'hui. Je pense aussi aux élus qui ont soutenu notre projet et qui ont compris quel était notre objectif, quelle était notre volonté. Et puis je pense aussi, et surtout, aux différents services administratifs, ceux que j'appelle ces travailleurs de l'ombre, et que je vois avec émotion qu'ils sont très nombreux aujourd'hui. Ces travailleurs de l'ombre, discrets, mais qui jouent un rôle essentiel dans la réussite tant de ce projet que de l'ensemble des projets communaux. Marthe, Michael, Nathalie, Laetitia, Sarah, Julie, Émilie et Étienne, merci à vous et remerciez en notre nom tous ceux qui, dans vos départements respectifs, travaillent chaque jour à vos côtés. Je pense aux ouvriers de la ville, aussi à Marc, le nouveau chef du service technique, et puis plus particulièrement à Fabrice, à Michael et à Christophe pour tout le travail de finition qu'ils ont fait autour de la statue, le socle, autour de la boule de l'éclipse, sur les escaliers de l'hôtel de ville, sur le monument aux morts, etc. Tous ces petits détails qui font que la ville, imperceptiblement, est plus belle. Ajoutons-y tous ceux qui ont cru à ce projet et qui nous ont soutenus. Geoffroy Jacquemin, l'architecte, Quentin Lasso et l'entreprise Roberti. Quelle écoute de leur part, quelle capacité d'adaptation, quelle créativité.
Vincent reviendra plus en détail sur tous ceux que nous souhaitons associer et remercier. Et je vous dis déjà que si on en oublie, sachez que nous vous portons tous dans nos cœurs. Vincent, que je remercie encore une fois pour son intransigeance dans la gestion de ce dossier, son intransigeance vis-à-vis des corps de métier, tout autant que je remercie tous les intervenants pour avoir réussi à trouver des solutions à ce qu'ils demandaient. Alors, nous nous sommes livrés il y a quelques instants au coupé du ruban avec des personnes, des amis à nous, et je souhaite brièvement vous les présenter. Il y a Olga, l'inséparable épouse de René Etienne, qui ont leur salon de coiffure sur cette place depuis 60 ou 70 ans. Olga, toujours aussi coquette, toujours aussi belle, après bientôt 65 ans de mariage. Augustin, il est où Augustin? Petit-fils de Françoise Parmentier, la dédicace, la librairie voisine. Ces deux-là, plusieurs générations les séparent, et c'est là toute la symbolique de la cohésion sociale que nous avons souhaité mettre en avant. Et enfin, Claude Pénois, notre Claude, qui nous vient du cœur de la Gaume, gardien et un des garants de notre folklore, défenseur de notre patrimoine immatériel et notamment du patois gaumais, ainsi que grand connaisseur de notre marguerite nationale, toujours tellement présente dans son restaurant. Voilà, en présence de nos deux harmonies, la Philharmonie des Échos du Thon et l'Harmonie Royale Saint-Pierre, que je remercie encore, eh bien, en leur présence, ces trois personnes, et le Claude plus particulièrement, ont coupé le ruban et symboliquement, ils ont ouvert officiellement la Grand Place. Merci à tous. Merci enfin aux Jean et à la Jeanne, ce jeune couple, toujours jeune, amoureux, bien d'ailleurs, image de notre esprit gaumais et de notre joyeuse mentalité. Mais le coupé de ruban symbolisait aussi l'ouverture vers la liberté, la délivrance, après tant d'années d'errement dans l'aménagement urbain. Et dans ce dossier, tant de litiges, de combats, de négociations. Et s'il y a des personnes auxquelles vont nos pensées aujourd'hui, c'est également à ceux qui en ont bavé pendant presque 10 ans, ce sont les commerçants du centre-ville. Eux aussi, ils nous ont soutenus, eux aussi, ils nous ont fait confiance. Et Virginie, puisque tu es là en tant que conseillère communale, mais que tu es également présidente de l'association commerciale, transmets-le de leur part nos remerciements pour leur patience et leur esprit particulièrement positif. Je disais en préambule que nous avons probablement la plus belle Grand Place. C'est en tout cas une ambition que nous avons. Une place publique, c'est un élément clé dans l'organisation urbaine d'une ville. C'est un lieu porteur de l'identité de la ville et de sa bonne santé économique. Question que je vous pose, où vous dirigez-vous quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas? C'est la Grand Place qui est toujours la principale direction et qui donne l'image qu'on a d'une ville. Deuxième question, où se rendent les investisseurs quand ils sont en train de négocier entre des villes différentes pour y installer leur entreprise? Ils vont sur les zonings, certes, ils regardent la situation fiscale de la ville et les taux d'imposition, mais ils se rendent toujours au centre-ville, parce qu'une ville est à l'image de sa Grand Place. Et avec un petit clin d'œil, je citerai un journal, un quotidien de la capitale qui, pas plus tard que la semaine dernière, donnait des conseils aux investisseurs. Et à la question de savoir s'il y avait, où il y avait des possibilités de plus-value et où il fallait investir, il était répondu: investissez dans les villes en mutation, avec une activité économique, un embellissement urbain en cours et des étudiants. Alors,
je connais bien une ville qui répond parfaitement à cette définition, mais je ne vous ai rien dit. La place est aussi une zone de rencontre et d'échange entre les habitants, ce que les Romains appelaient l'agora. Et Dieu sait si l'actualité récente et la crise Covid a causé de profondes détresses liées à l'isolement et qu'on a besoin de se réapproprier ces espaces. C'est le lieu de rencontre, la Grand Place, le lieu d'échange entre Olga, Augustin et Claude. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai préféré que ce soit eux plutôt que moi qui coupe symboliquement le ruban. La Grand Place, c'est aussi un lien, un endroit témoin de l'histoire d'une ville. Ce lieu où nous sommes réunis symbolise le cœur de Virton. Historiquement, on peut presque dire que l'histoire de Virton se perd dans la nuit des temps. Je vous fais une petite page d'histoire. Des quelques traces aux périodes préhistoriques. L'archéologie dévoile une bourgade gallo-romaine au 1er siècle avant notre ère, sur les hauteurs de Majerou, Vertunum Vicus, qui sera prospère jusqu'au 4e siècle de notre ère et jusqu'à l'effondrement de Rome. Le centre de gravité se déplacera au Moyen-Âge de Majerou vers Virton pour ne plus le quitter, aux grandes dames de certains de nos amis saint-mardois. Une ville médiévale est installée ici, à l'endroit même de cette place où vous êtes, qui ne cessera plus d'être le cœur de la cité, avec une enceinte circulaire rythmée de tours, une grande rue, une halle, une église, des commerces. Virton se développe alors et ancre profondément les racines d'une ville typique de son époque. Au cours des siècles qui suivent, et malgré les différents souverains qui se succéderont chez nous, elle gardera son image de bourgade sympathique, enfermée dans ses remparts, mais tournée vers l'extérieur grâce uniquement à 2 portes qui ponctuent le tracé de l'actuelle Grand Rue, la porte d'Ardennes et la porte de France. Puis arrive le 19e siècle et sa révolution industrielle. Virton, isolé, étouffe et commerce très peu avec le reste du pays, le commerce se faisant plutôt avec les Français. Le député Philippe Guillaume Bouvier se bat alors pour implanter une gare et créer une large avenue qui reliera le centre-ville à cette gare et ainsi au reste du pays et au reste du monde. Virton prend, excusez-moi l'expression, le train en marche et se développe alors. Cette croissance continue conduira la ville à ce que nous en connaissons aujourd'hui, un chef-lieu d'arrondissement, capitale culturelle d'une région rurale, centre administratif et centre scolaire avec plus de 5000 étudiants chaque jour. Aujourd'hui, Virton a changé de visage. Sa place historique s'est métamorphosée, non sans difficulté. Les architectes, urbanistes, ingénieurs et historiens qui ont travaillé sur le projet ont pensé la nouvelle place au cœur de cette ville pour l'ancrer plus que jamais dans son passé, mais aussi la tourner vers le futur prospère qu'elle mérite. 4000 mètres carrés de pavés, production locale des carrières Gomez, de Fontenoy, et je ne remercierai jamais assez Daniel Thierry, qu'alors que nous allions dans le mur, en respectant un cahier des charges qui nous coinçait et qui nous amenait à devoir choisir un pavé gris venant d'Inde, et après littéralement une nuit blanche de ma part, je l'ai appelé un dimanche matin pour parvenir à un accord, et nous avions un accord le lundi. Merci Daniel pour ce cadeau inestimable et inoubliable. Cette pierre de Gaume, dont la couleur rappelle la pierre chaude de nos contrées, rappelle le soleil, c'est un rappel de nos sources et de notre passé, tandis que l'acier Corten, matériau contemporain, tourne notre ville vers l'avenir. Il y a une arche monumentale pour marquer l'entrée d'un espace commercial et aussi
pour figurer sur le tracé des anciens remparts une porte tournée vers l'avenue, une porte tournée vers l'avenir, comme lorsqu'au XIXe siècle, Bouvier désenclave Virton pour la première fois. Une porte donc pour ancrer la ville dans son histoire, celle où le passage de ces portes rythmait la vie de tous les jours et la tournée vers l'avenir, ainsi qu'une fontaine pour animer, pour attirer le chaland qui passe sur le ring ou qui vient de l'avenue. De l'art enfin, distillé partout, créé par des artistes qui ont aimé et qui aiment encore Virton et qui se sont lancés dans ce projet pour offrir à la cité un visage différent. Parce que l'art a toujours existé à Virton, en témoigne cette place, baptisée Nestor Houter, du vivant même de l'auteur, alors que ce serait totalement impossible aujourd'hui. Ou encore, ce nouvel espace culturel, en dessous de l'église, qui résonne désormais du nom de Marguerite Brouon pour célébrer le centenaire de sa naissance. Bref, une longue réflexion pour donner du sens à cette rénovation urbaine ambitieuse, pour que chacun puisse s'épanouir au sein de la ville, parce que les Virtonnais méritent un lieu à la hauteur de leur passé, mais tourné plus que jamais vers le XXIe siècle. Pour toutes ces raisons, nous nous devions de porter un soin particulier à cette place qui nous oblige pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes montrés exigeants quant à la qualité et au coloris des matériaux utilisés. Nous avons pris quelques mois, voire quelques années de retard, et alors, comme disait Fayolle, le temps se venge de ce qu'on a fait sans lui. Et ici, le temps des prolongations, appelons-le comme ça, fut mis à profit pour gagner en confort et en beauté pour des dizaines d'années, voire pour les siècles des siècles. Amen. C'était pas prévu. J'avais pas écrit ça. Alors je voudrais vous dire un petit mot sur la statue de Brodsky, qu'on l'appelle comme ça. En fait, c'est Philippe Brodsky qui est ici présent, là-bas bien discrètement. Une petite note que je vous fais entre anachronisme et humour. Historiquement, les statues équestres qui trônent sur les places des villes honorent les chefs militaires et les hommes d'État. Désireux de mettre l'accent sur le rôle actif depuis l'époque romaine et depuis la classe équestre qui s'appelait les equites, les mécènes ont créé une tradition de sculpture qui va traverser le temps. À Virton, on sait que la place trouve sa physionomie actuelle au XIXe siècle, avec la destruction de l'ancienne église qui était notamment en dessous du Saint-Laurent et la construction de l'actuelle église nouvelle. Dès lors, on est en droit de se demander pourquoi, dans la continuité de ce XIXe siècle si faste à la ville, une statue équestre serait si incongrue au centre de la cité. Eh bien, parce que nous sommes au XXIe siècle et que cette forme d'art ne fait plus partie des préoccupations des artistes depuis bien longtemps. Mais nous sommes en Gaume. Et comme le dit l'adage, le Gaumet est modeste, sans prétention, mais fier de lui. Et donc, c'est peut-être une certaine forme d'humour ou même de provocation propre au Gaumet qui a voulu qu'on installe non pas une statue comme celle de Godefroy de Bouillon à Bruxelles ou de Charlemagne à Liège ou celle de Léopold II dont on discute beaucoup pour le moment, mais ici un petit cheval chevauché non par un chef d'État ou un militaire mais par un enfant. Certes, il tient un sceptre comme les grands, il s'appelle Stanislas et la sculpture est en bronze comme celle de Bruxelles ou de Liège, mais on est loin du faste pompeux des chevaux cabrés et des empereurs triomphants. Ici, l'image est tout autre, bien que symbolique. Qu'importe donc les débats sur le cheval
Virton a son cheval au centre de sa ville. Et je me suis laissé dire que caresser son sabot porterait chance et garantirait de revenir à Virton. Alors ce cheval n'est pas à poids rouge, comme certains l'avaient suggéré il y a quelque temps, mais il est le travail de Philippe Brodsky, qui offre à sa ville d'origine et de cœur une création ancrée dans la tradition, mais aussi résolument tournée vers l'avenir. Merci à Philippe Brodsky d'avoir été ouvert à la discussion et à la négociation. Merci donc à lui qui est ici présent, et je remercie également Pierre-Alain Gillet qui, presque à prix coûtant, nous a fait la fresque en acier corten qui est au dos de l'église. J'excuse son absence. Je dirai encore quelques petits mots de remerciement. Je veux dire un merci particulier à Émilie, que je ne vois pas parce qu'elle a l'habitude de se cacher, puis elle n'est pas grande. À Émilie, à Frédéric, à Timothée, à Dominique, qui ensemble, le service culturel, ont préparé cette exposition, l'exposition là derrière, et cette manifestation de main de maître. Et enfin, je dirai merci. Je le dis sous forme, avec un petit clin d'œil. Je dis merci à mon confrère, comme je l'appelle, André Bouchat, de Marchand-Famenne, le maire, auquel j'aime me référer pour ce qui est de la vision que nous devons avoir d'une ville dans la durée. Je le remercie pour les conseils qu'il me donne périodiquement depuis le début de mon mandat, et plus particulièrement pour ceux qu'il m'a donnés dans un domaine où il excelle, qui est celui de la rénovation urbaine. Quel plus bel hommage, quand on voit ce qui a été réalisé à Marche, quel plus bel hommage que de recevoir un appel de sa part, mardi, pour me dire « Mailleur, cette statue et cette rénovation, c'est une extase de l'âme. » Bon, il a peut-être été un peu fort, mais ça fait toujours plaisir quand ça vient de celui qui est un visionnaire dans la rénovation urbaine. Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous de vous approprier ce lieu, de l'aimer et d'y passer du temps. Je terminerai par cette petite phrase, cette citation de Graham Greene, qui dit que l'amitié est une émanation de l'âme. On ne la donne pas en échange d'un autre don, c'est quelque chose que l'on sent. Et elle illustre, cette citation, parfaitement le vivre ensemble que nous souhaitons pour Virton chaque jour, et particulièrement dans un jour comme celui-ci, dans un lieu aussi magnifique. Que cette fête soit belle pour vous, qu'elle soit, nous l'espérons, la première d'une longue série pour notre ville. J'aurais vraiment été heureux de contribuer à ce projet. Et avant de passer la parole à Vincent, j'adresse un dernier remerciement. J'aime bien paraphraser Barack Obama quand il disait « Je ne serais pas le même homme sans celle qui a accepté de m'épouser il y a 30 ans. » Alors merci Sylvia de m'avoir suivi depuis le début, et plus spécialement ici, pour ce mécénat qui a été un choix et une décision commune. Merci une fois encore à vous tous, chacun pour votre rôle et pour votre présence ici. Et je passe la parole à notre échevin des travaux, Vincent Wotas. Vous voyez à mon costume que c'est moi qui assure un peu le côté un peu plus officiel, donc ce sera un peu plus officiel. Monsieur le député fédéral, monsieur le bourgmestre, messieurs les bourgmestres honoraires, madame la directrice générale, chers collègues du collège échevinal, des conseils communaux et du CPS, monsieur le doyen, il me semble que je l'ai aperçu, en tout cas il devait être là, monsieur le directeur provincial du service public Wallonie Mobilité, monsieur le chef de district, mesdames et messieurs les architectes, mesdames et messieurs les entrepreneurs et leur personnel, chers collaborateurs et collaboratrices communaux, mesdames et messieurs, avant de vous conter l'aventure de cette place, je vous propose de vous faire les comptes au sens propre et d'examiner et d'exprimer notre reconnaissance
vis-à-vis des contributeurs généreux à son financement. Faisons simple. 3 500 000 € ont été investis depuis 2012 dans cet espace, en ce compris devant l'hôtel de ville et la rue des Remparts, qui est venu se greffer en dernière minute à ce projet de rénovation urbaine. Le département du ministre Collignon devrait contribuer, après examen du compte final que nous venons de lui adresser, pour un montant de 1 300 000 € en ce qui concerne toutes les phases. Le service public Wallonie Mobilité du ministre Henry contribuera à raison de 90 000 €. Le département de Madame Debu a contribué à raison de 150 000 € à la réalisation de la rue des Remparts. Le commissariat général au tourisme, toujours sous l'égide de Madame Debu, contribue à raison de 120 000 €. Au total, ce sera donc 1 700 000 € de subsides, un peu moins que la moitié de l'enveloppe totale que nous recevrons. Que tous ces intervenants soient chaleureusement remerciés. La ville aura, elle, mobilisé 1 800 000 € durant ces 10 années pour ce projet. J'ajouterai à l'intervention de la région l'aide des services publics de la tutelle qui nous ont reçus et conseillés juridiquement à plusieurs reprises, mais aussi l'intervention nouvelle et significative, plus significative que ce que je ne m'attendais, que nous avons sollicité et obtenu dans le cadre du tout nouveau système d'indemnisation des commerçants impactés par les difficultés d'accès à leur commerce par un chantier. Ce dispositif, mis en place par le ministre Borsu, a conduit à une intervention, tenez-vous bien, de 118 000 € durant cette seule dernière année de travaux au profit d'une vingtaine de commerçants qui pouvaient, c'est la grande nouveauté, en bénéficier tout en restant ouverts. Au total, c'est donc beaucoup d'argent public, mais permettez-moi de relativiser et de rabattre gentiment, sans les couper, les ailes de ces canards qui se sont bien amusés dans les nombreuses mares qui ont jonché ce chantier, en y lançant parfois de lourds et vieux pavés qui nous ont éclaboussés. Non, ce projet n'est pas pharaonique. 3 500 000 € en 10 ans, c'est 10% des 34 millions d'investissements totaux réalisés par la commune au cours de cette période de 10 ans. C'est le tiers des 10 millions d'euros de la piscine. C'est 1,5% du budget ordinaire de la commune sur cette période. Non, ce projet n'est pas non plus le symbole de l'abandon de nos villages. Sur la même période de 10 ans, le village le plus excentré de notre commune, celui de Saint-Remy, qui compte 177 habitants, a vu des investissements de rénovation rurale et de mobilité de, tenez-vous bien, 1 500 000 €. Preuve que lorsque c'est nécessaire, des moyens très importants sont aussi mobilisés pour la ruralité. Le villageois que je reste les invite aussi à être fiers de la place de leur ville, à la fréquenter, à en savourer la qualité sans aucune réserve. En parlant de qualité, c'est le moment de remercier ceux qui y ont contribué. François l'a fait, mais je voudrais moi aussi commencer, si vous le permettez, pour me faire pardonner de mes insistances, de mes impatiences, de mes idées nocturnes, de mes retards, par nos collaborateurs directs de l'administration, que je ne peux tous citer, mais qui se reconnaîtront derrière la directrice générale, la direction financière et ses agents, le service des marchés personnifié par Laetitia Michel, le service urbanisme, ainsi que tout le service urbanisme de la région wallonne qui nous a bien aidés. Le service des affaires internes pour les multiples ordonnances de police, le service culturel pour ses judicieux conseils artistiques, le service technique et bien sûr Sarah Germain qui parvient, elle,
à me recadrer d'un seul regard, d'un sourire, sans laquelle l'administration serait toute nue face aux auteurs de projets et aux entreprises. Je veux aussi remercier les auteurs de projets, et singulièrement M. Raïr, qui nous a sortis d'une situation difficile sur laquelle je reviendrai. M. Jacquemin et sa collaboratrice Mme Lemaire, qui ont dû assumer l'héritage et faire courageusement face aux péripéties de ce dossier. L'entreprise Trajet-Somme, qui a réalisé efficacement la première phase, l'entreprise Demer, qui a réalisé les travaux de base de la seconde phase, l'entreprise Roberti et ses ouvriers dynamiques, dont il me suffit de rappeler le prix d'excellence qu'elle vient de recevoir de la Chambre de commerce et d'industrie de la province. BRG, bien sûr, et sa carrière de Fontenoy, qui a permis, comme l'a dit François, de débloquer une énième situation qui nous conduisait à nouveau vers des pavés indiens. Les paveurs de l'entreprise Maris, l'entreprise Interbloc de Libramont, qui a fabriqué les dalles blanches, les bétons Fate de Saint-Marc, Arcalu à Bastogne, pour les importantes et remarquables ferronneries qui font tant parler, l'entreprise Breda, Virton, pour les illuminations qui ne sont pas encore toutes en service, notamment celles qui éclaireront heureusement tous les vitraux de l'église. Étienne Arnoux à Tenneville, qui a conçu et installé cette fontaine qui invite les passants vers le centre, la menuiserie de Rennes à Manet, les établissements chimiques Cloquette de Liège, fabricant et conseiller pour les produits de rejointoiement, qu'on ne pourra cependant féliciter que dans 100 ans, lorsqu'on constatera la pérennité de la stabilité de ces pavés. TK Elevator de Grasse-Ologne, qui a installé cet ascenseur PMR, Ores et Proximus, l'entreprise de façade Saint-Marc qui a réalisé le chaulage de l'espace d'exposition, Lagome à Brevanne et Maxime Gustine à Durbouy pour les plantations d'arbres, les artistes Pierre-Alain Gillet, auteur de l'œuvre en cortène qui orne l'arrière de l'église, et bien sûr M. Brodsky. Notre mère, enfin, et son épouse, qui, dans un geste impensable ailleurs, auquel nous devrions nous habituer, offre à la ville cette œuvre d'art que nous avons acceptée, parce qu'elle est belle, bien sûr, parce qu'elle cadre bien, bien sûr, mais parce qu'elle porte sincèrement le seul message pour lequel il s'est investi en politique, l'aménagement de sa ville et son rayonnement culturel. J'en ai certainement oublié, et s'ils sont là, je les autorise à se manifester bruyamment. Personne. C'est qu'ils ne sont pas là. Laissez-moi terminer en vous résumant ce que j'ai vécu comme une véritable aventure. Elle commence au Moyen-Âge, quand les Virtonnais construisent avec la pierre locale des remparts autour desquels, sans nécessairement le savoir, nous continuons de tourner. Des remparts qui ont quasi disparu, sauf quelques 2 tours, mais qui structurent donc toujours notre centre-ville. Sans doute que ces pierres se sont retrouvées dans les murs de l'hôtel de ville, puis dans l'église, qui est venue s'implanter en lui tournant sciemment le dos, témoignage des luttes idéologiques qui ont construit nos mentalités aussi frondeuses que tolérantes. Implantation qui privait notre ville d'un centre vital bien identifié. Voilà l'état de la situation au début des années 2000, lorsque nos prédécesseurs, à la tête de la ville, ont eu la riche idée de lancer une opération de rénovation urbaine qui plaçait de nouveaux pavés jaunes tout autour de la ceinture historique, au kiosque, devant l'hôtel de ville, sur cette place Fousse, dans le quartier, dans tous les quartiers à l'arrière ici, opération qui trébuche. En 2010, lorsqu'un jury, pourtant bien composé, retient un projet en matériaux lisses, modernes, qui amène au cœur de cette ceinture historique jaune un contraste de noir et de blanc, qui nous enseigne définitivement que les concours d'architecture sont à proscrire pour concevoir l'aménagement de lieux qui ont une âme commerciale, sociale, fonctionnelle, dont il faut prendre le temps de l'appréhender. Un temps dont ne disposent ni les participants à un concours, ni le jury qui doit choisir ici entre 16 projets
en un après-midi autour d'une tasse de café. Décembre 2012, l'entreprise Trajet-Somme est là, avec ses matériaux lisses, noirs, blancs commandés, occupée à excaver les tombes du cimetière médiéval lorsqu'on me charge de l'exécution de cette erreur qui risquait d'être aussi historique que le lieu. Trajet-Somme exécute ces travaux dont il ne reste de visible que les dalles blanches. C'est qu'entre-temps, un homme, M. Railly, qui n'aime pas non plus les concours d'architecture, il me l'a confié, est venu se promener plusieurs jours à notre demande en ces lieux, les sentir, interroger les habitants, ses commerçants, ses élus, qui lui ont très majoritairement exprimé leur attachement au centre historique, aux couleurs de la capitale de la Gaule. Avec le bureau Tréma, il supprime le noir, uniquement le noir, on laisse le blanc, l'enclavement et l'enfoncement de la place pour l'ouvrir et l'entourer de pavés jaunes. Nous déterminons aussi qu'il convient d'étendre le périmètre des travaux pour réunir enfin l'église et l'hôtel de ville dans un espace commun qui marque clairement que les véhicules sont invités à ralentir ou les piétons sont attirés vers les commerces du centre par une fontaine. L'échevin du commerce et le maire veulent cet espace d'entrée de place ouvert. Les urbanistes veulent une fermeture dans la continuité des remparts. Et les architectes ont cette idée géniale, cette porte monumentale qui ouvre et ferme cet espace, comme toutes les portes. Cette porte qui animera encore bien des débats, mais dont j'ai la conviction qu'elle sera adoptée. Voilà les grandes lignes du projet tracé. Je vous passe les discussions interminables, voire insolubles, sur le maintien de la circulation automobile, sur le nombre de minimum d'emplacements de stationnement, la protection des piétons, etc. Le marché public est relancé et passé, après toutes les approbations ministérielles, avec l'entreprise Demer. Les travaux de fond sont exécutés. Il ne reste qu'à placer les pavés. Rien de plus banal qu'un pavé jaune que nous foulons partout. C'est sans compter les normes techniques du Caliroute, aussi sévères que justifiées sans doute si l'on veut pérenniser l'investissement, confronté à des contraintes que les directions assistées de nos véhicules nous font oublier. Ces normes ne laissent que 3 solutions locales: le pavé de récupération, la carrière de Grevenmacher à l'autre bout du Grand-Duché de Luxembourg et celle de Fontenoy. C'est sans compter également sur les contraintes de la loi sur les marchés publics qui empêchent à chaque accroc, chaque difficulté, des accords amiables que nous avions pourtant trouvés pour surmonter la non-disponibilité de pavés de récupération. Des contraintes légales qui s'accommodent aussi très mal des aléas de production d'un produit naturel et qui ont fait qu'en novembre 2020, à nouveau, nous nous sommes retrouvés une seconde fois privés de pavés lorsque la carrière de Grevenmacher a fait savoir à l'entreprise Roberti qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de garantir la fourniture de 4000 m² de pavés en raison de l'épuisement de la veine d'exploitation ouverte. Nous nous retrouvions à nouveau 2 ans en arrière. Malgré ma confiance affichée face aux questions légitimes de nos collègues, reconnaissons qu'il a fallu toute la détermination de notre maire, l'attachement d'un exploitant de carrière à sa région, à sa commune, et la compréhension de M. Roberti pour que nous échappions au pavé indien. La pose du premier pavé le 8 mai 2021 fut pour moi un premier soulagement. Restaient les aléas classiques d'un chantier et, pour un non-professionnel qui ne visualise pas sur plan, le stress du résultat final. Résultat final qui a commencé à se manifester lorsqu'on a vu l'harmonie des couleurs, la justesse de l'ouverture et du recentrage de cet espace. Quel soulagement! Un soulagement tel que, je vous l'avoue, je n'entends guère les critiques parfois encore acerbes sur ce que je considère maintenant comme des détails. Je veux partager avec tous
notre conviction inébranlable d'avoir tous ensemble offert à nos habitants, à nos commerçants, à nos visiteurs, un centre vital bien identifié, une place digne de la capitale de la Gaume qui réconcilie l'hôtel de ville et l'église qui lui sourit enfin, une place enracinée dans son passé, avec des touches de modernité, habillée d'art, de culture et de lumière. Vous y attez-vous. Merci à tous. Les invités qui aiment l'eau en trouveront au distributeur de notre eau pure que nous avons voulu installer, eau pure et même bénite, peut-être, monsieur le doyen, qui se trouve au pied de ces marches. Les autres peuvent nous rejoindre à l'hôtel de ville.